nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. Le monde actuel est un monde injuste. Et les relations qui le régissent actuellement, ce sont découlent des lois d'une organisation qui ont été en quelque sorte promulguées en notre absence. Oui. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau et à laquelle nous, c'est-à-dire les pays tiers-monde, participant à sa conception ou à sa restructuration, Un monde qui ne sera pas comme par ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés, mais un monde qui prendra en considération et les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés et les pays en voie de développement. Alors là, il parle de paix sociale qui est question de déboucher, il explique qu'il faut de nouvelles couches de consommateurs, il n'ose pas trop en dire, bien que déjà il soit suffisamment dénudé au point d'être, à mon avis, presque obscène. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on va dans les colonies, futures colonies, on aura des consommateurs forcés. Parce qu'on va envoyer des soldats. Les soldats obligeront les indigènes de là-bas à acheter ce qu'on leur enverra de France. En particulier les cotonnates, ça intéresse beaucoup Ferry parce qu'il est lié par sa femme au milieu des cotonniers de Vosges. En plus, ces peuples lointains, ces peuples sous-développés, ces peuples qui sont sans défense, ces peuples qui n'ont pas de canons et qui n'ont pas d'artillerie, ils ont des sols quelquefois très intéressants et des sous-sols encore plus intéressants. Songez aux forêts de l'Afrique équatoriale. Songez aux plantations d'EVA qu'il peut y avoir en Indochine. Il y a les arbres à caoutchouc. Alors ces forêts-là, ça peut rapporter. Puis il y a le sous-sol, c'est-à-dire des mines. Quand on parlera du Maroc, on vous dira tout de suite, il y a des mines du phosphate. Quand on va vous parler du Tonkin, on dira il y a des mines de fer et il y a des mines de charbon. Alors écoutez bien la suite. Fini, dit-il, fini l'époque des annexions modestes et à petits coups. Désormais, ce sont des continents que l'on annexe. C'est l'immensité que l'on se partage. La diplomatie trace aujourd'hui avec une activité fiévreuse ce qu'elle appelle la délimitation mondiale des sphères d'intérêt respectifs. Voilà ce qu'il dit à la Chambre. Il y a un certain nombre de députés qui prêtent l'oreille, qui réfléchissent, qui se disent « Mais oui, on n'a pas vu jusqu'à présent l'intérêt de ce qu'il nous offre. » Mais comme c'est un discours qui déborde la Chambre, bien sûr, qui va être imprimé, que tous les Français vont lire, il faut tout de même un petit vocabulaire séduisant. Alors on va voir apparaître ceci. Ce que j'ai dit là comporte, déclarait-il, des idées de civilisation de la plus haute portée. Il faut le dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je? Un droit. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Or, il n'y a pas de doute, naturellement. Race supérieure, c'est la race blanche. Race inférieure, c'est celle qui n'ont pas la peau blanche. Du reste, Ferry est dans la bonne ligne, puisque M. Michelet, à la fin de sa vie, dans son histoire du XIXe siècle que la mort l'a empêché de terminer, avait écrit carrément ce qui suit: être nègre n'est pas une race, c'est une maladie. Et aujourd'hui, nous existons. Et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. Une fois qu'on sera en Tunisie, on y restera.
Alors on occupe Bizerte, on descend sur Tunis, on impose aux bey le premier traité, qui s'appelle le traité du Bardo en 81, agitation, soulèvement de la population quand elle voit arriver les étrangers. Alors cette fois on y met le paquet militairement, on va occuper Sfax, on va occuper Gafsa, on va occuper Gabès, Gabès c'est l'extrême sud, par conséquent, ça y est, tout le territoire de la Tunisie est occupé par les troupes françaises. Résultat, convention définitive, dite la convention de Marsa en juin 83, protectorat, qui est un mot gentil, hein. Protectorat, ça veut dire droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas une colonie, on les a pas dévorés. Simplement, la nation colonisatrice et surdéveloppée vient au secours de la nation sous-développée, il la prend sous sa protection, et il y a un grand avantage pour le pays colonisateur masqué, c'est qu'il a sur place un gouvernant qui s'appelle le bey quand c'est la Tunisie, qui s'appellera le sultan quand il s'agira plus tard du Maroc, quelqu'un qui en échange d'avantages personnels fera la politique de l'occupant. Puis Ferry se tourne du côté de Madagascar. Madagascar, c'est les colons de la Réunion, je crois, qui ont appelé son attention sur ces nouveaux marchés de consommateurs possibles à Madagascar. Alors on commence par occuper le port de Majonga, qui est sur la côte occidentale, ça sera un port de guerre, on descend sur Tananarive, il y a tout de même quelqu'un qui gouverne à Tananarive. Oh, c'est une petite fille de rien du tout, elle s'appelle la reine Ranavalo, elle a 23 ans, alors on la dominera facilement. Alors on lui impose un premier traité où il n'y a pas encore le mot de protectorat, amitié de la France, un peu de suggestion. Les Ova, les Malgaches, n'acceptent pas ça. D'où un soulèvement. D'où ce que Ferry va déclarer à la Chambre le 28 mars 84. Ma détermination est absolue de ne reculer devant aucun moyen pour réduire ces rebelles. Qu'est-ce que c'est que ces rebelles? Mais c'est des gens qui trouvent désagréable de voir arriver des gens qui veulent leur apporter de force ce qu'ils appellent, eux, la civilisation. Si bien qu'en décembre 85, on arrive à ce que l'on souhaitait, un premier protectorat, une première domination qui n'est pas encore l'annexion, mais le petit Ranavalo promet d'être très gentil à l'égard des Français. Il aurait fallu maintenant occuper réellement le pays. C'est grand, Madagascar, et le corps expéditionnaire était très faible. Alors on voudrait s'employer à envoyer des soldats qui occuperont le pays, mais voilà que la pensée de Ferry est occupée ailleurs, il a de grosses difficultés dans un endroit qui l'intéresse beaucoup, et ce nouvel endroit, c'est l'Indochine. Déjà, depuis un certain temps, les Français étaient intéressés à l'Indochine, puisque sous le gouvernement impérial lui-même, je vous l'avais rappelé, il y avait une petite guerre entre 59 et 62, avec un certain nombre de premiers établissements français en Cochinchine. Mais la Cochinchine, c'est l'extrême sud. Alors on voulait remonter maintenant du côté du nord, parce que le nord c'est le Tonkin, et que le Tonkin est une région extrêmement intéressante avec ses mines. Il faut savoir qu'en 1875, une banque avait été créée, naturellement française, une banque d'Indochine, avec un privilège exorbitant, puisqu'elle avait créé une monnaie de papier à cours forcé. Ben, les actionnaires de la banque d'Indochine regardaient avec une sympathie croissante du côté de ce Tonkin en se disant, le Tonkin est frontalier par rapport à la Chine. La Chine, l'empereur de Chine, a même théoriquement un droit de suzeraineté sur le Tonkin. Ça va nous amener des complications avec la Chine. Pas dangereux, intéressant au contraire, étant donné que la Chine c'est un géant qui dort, c'était l'expression qu'on employait, absolument incapable de se défendre. Par conséquent, on va pouvoir régler son compte aux Chinois aussi et avancer plus exactement dans la très riche vallée du Yunnan. Et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. Cette politique coloniale de Ferry comportait évidemment des complications extérieures et des complications intérieures. Complications extérieures. Je voudrais employer là une comparaison que vous me pardonnerez, elle est peut-être un peu indécente. Lorsque des bandes de gangsters essayent de mettre une ville en coupe réglée, lorsqu'ils organisent leur raquette, vous savez, et qui décident tel coin de la ville m'appartient et tel coin de la ville t'appartient à toi, et là c'est forcé que les bandes rivales arrivent à se heurter. Eh bien, élargissons ça à l'échelle du monde. Il y a des nations occidentales qui se jettent sur des peuples sans défense et qui finalement se trouvent en conflit. Elles se heurtent. Alors vous savez, comme on dit dans un vocabulaire un peu particulier, à ce moment-là, on défouraille, on sort son artillerie. C'est exactement ce qui va se passer. La France va se trouver en compétition, en particulier avec l'Angleterre, parce que les convoitises françaises et les convoitises anglaises, qui sont des convoitises financières et commerciales, se heurtent, s'affrontent. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les gens sont décidés, les gens sont déterminés à aller de l'avant. Et ce n'est qu'une question de temps. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose. C'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous.
ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise, et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Nous sommes les plus nombreux, nous sommes le réservoir, un réservoir des matières premières et même de la main-d'œuvre. Nous représentons un marché très vaste pour les industriels des pays développés. Donc, régler ces problèmes en dehors de nous, c'est ignorer en quelque sorte la réalité. Et aujourd'hui, nous existons. Et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. Vous voyez le Groenland? Je vois, Et vous voyez l'Afrique? je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Ah oui. Ici, nous voyons que l'Europe est largement plus grande que l'Amérique du Sud. Or, l'Europe a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amérique du Sud fait 23 millions de kilomètres carrés. L'Alaska paraît 3 fois plus grand que le Mexique. Or, le Mexique est plus grand de 10 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne est située au milieu de la carte, alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est. Rien n'est où vous croyez. Alors, où est-elle? Merci pour cette question. La projection de Peters. Fidélité des axes. Fidélité de position. Les lignes est-ouest sont parallèles et croisent les axes nord-sud à angle droit. Mais c'est quoi ça? C'est le monde où vous vivez. Sylvie Brunel, vous Oui, êtes bah, c'est d'accord? très C'est simple. la carte de Peters, le monde dans La lequel on carte de vit. Peters, elle déforme aussi parce qu'elle allonge les continents. Mais c'est très simple, vous avez un globe, la Terre c'est un globe. Comment voulez-vous représenter un globe de façon plate? Donc Vous il êtes faut faire des obligé de choix. faire des choix. Et l'histoire de la cartographie, c'est une histoire encore, en Europe en tout cas, qui est européocentrée. Nous avons choisi les cartes qui nous arrangeaient. Si vous allez en Alors, Australie... la projection de Peters qu'on voit là, elle arrange qui? Celle qu'on voit actuellement là. Elle est plus exacte au niveau des superficies, c'est-à-dire elle rend exactement les superficies. L'Afrique, c'est presque le quart des terres émergées. On oublie ça, le quart Ah, des là, on terres le voit, émergées. sur cette 54 carte-là, on le pays. voit pas sur Donc l'autre. pendant très longtemps, on a eu une vision qui était une vision qui ne nous posait pas de problème, parce que de toute façon, l'histoire du monde, elle s'est passée surtout au nord. Donc en fait, finalement, c'était là, c'était autour de l'Atlantique, la mondialisation. Et puis, les géographes, ils étaient dans le siège des militaires. Hein. C'était Yves Lacoste. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Aujourd'hui, en temps de développement durable, en temps d'émergence du Sud, en temps de comment on répond aux défis de la biodiversité, du changement climatique, comment on répond aux défis de la sécurité alimentaire, eh bien, l'important, c'est de comprendre que la géographie, parce qu'elle permet de comprendre le rapport des hommes à leur territoire, c'est ce qui permet de faire la paix. Ce qui est fascinant, c'est l'Afrique. L'Afrique, C'est grand l'Afrique, hein, en vrai. tellement grand. Et maintenant, avec cette C'est dingue, on nous a menti, avec hein. cette croissance qui est en train d'arriver en Afrique, on va en entendre parler. Le Ghana, plus 16%. Et c'est 2 milliards. Sylvie Brunel. L'Eldorado. Juste à la fin. L'Eldorado. Non, mais il faut regarder le sous-sol. Il faut regarder le sous-sol. Très très très. Ces cartes ne sont pas étonnantes. Oui. En tout cas, voilà. Et pourquoi elles ne sont pas étonnantes? Elles sont pas, parce qu'elles reflètent vraiment l'organisation géopolitique et économique du monde, donc elles sont très logiques en fait. En tout cas, on en a appris de belles ce soir, parce que moi, je ne savais pas que tout ça était pipeau. Hein, donc, Voilà. Merci. On peut se poser des questions. Encore des On choses. supprime la géographie de Exactement. l'enseignement secondaire. Et la C'est un géographie, c'est scandale. ce qui permet de lire le monde et de comprendre le monde. Donc il faut se défaire des cartes géographiques qu'on nous apprend à l'école. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. C'est comme la carte de la France. La carte de la France est un mensonge puisqu'on ne nous montre que l'Hexagone et qu'après nous apprenons qu'il y a des territoires français ailleurs dans le monde, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien, et que ce sont aussi des territoires de la République. Mais quand vous regardez ici, pour tout petit Français vivant dans l'Hexagone, la France, c'est avec la frontière avec la Belgique, puis la frontière comme ça, etc., ça tourne. Alors parfois il y a la Corse, mais il n'y a jamais la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Wallis et Futuna, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Réunion. Ça lui changerait
la manière dont il pense même habiter, comment il est, et qu'est-ce que c'est que l'histoire de la France. Parce que quand il voit ça, l'histoire de la France, eh bien, elle est contenue là, dans cet espace. Alors que si on lui montre tout ça, il va se dire, ah oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en Martinique au même moment? Au moment où on lui apprend des choses. Alors on lui dit, oui, alors les rois de France, blablabla, bla, 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 etc. Il dit, oui, mais alors qu'est-ce qui se passait là-bas? Il peut poser la question. Et tout d'un coup, ah, l'esclavage? Ah bon, donc voilà. Et on voit les liaisons. Alors que si vous découpez ces cartes, bon, ben, il y a l'histoire là, qui, comme si elle n'était pas liée à l'histoire là-bas. Or, elle est liée. Elle est toujours liée. Et c'est ça qui est... Donc c'est pour ça, pour moi, histoire, géographie, culture, c'est lié. Et la manière dont on a dessiné le monde et dont on dessine les cartes a une influence sur la manière dont on pense les choses. Quand on interroge des gens qui vivent dans d'autres parties du monde, eh bien, ils n'ont pas du tout la même manière de voir le monde qu'un petit Français.